Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Ce 24 avril est la journée contre la sérophobie, qui est la discrimination des personnes séropositives atteintes du VIH, virus d'immunodéficience humaine qui provoque le sida. Moi, c'est Audrey Royer. Et aujourd'hui, pour déconstruire les mythes sur les personnes séropositives, je suis accompagnée de Sylvie Marcach et d'Audrey Bertolini de l'association Ayutu Corse, de Richard de Wever de l'ENIPS, ainsi que de Nathalie Poulet, qui va nous témoigner de son parcours. La séropositivité est encore un sujet beaucoup trop invisibilisé, partout dans le monde et notamment en Corse. Cela par un manque de connaissances, un manque de positionnement des politiques et également des personnes influentes en Corse. Des chiffres faussés, la peur que quelqu'un que l'on connaît le sache, la stigmatisation, la malconnaissance, voire le manque de connaissances et donc de stéréotypes. Bref, une discrimination énorme. Découvrons à travers cet épisode ce qu'est vraiment le virus et la maladie, sur son évolution, sur l'évolution de la connaissance, des traitements et de la prise en charge des malades, en commençant par la présentation de nos intervenants et intervenantes. Moi, je suis Richard de Wever, je suis à la fois le délégué de région sur les régions PACA et puis sur le territoire corse pour l'ENIPS, qui est l'équipe nationale d'intervention en prévention et santé. L'ENIPS, c'est une association qui est nationale. Elle a un peu plus de 30 ans et du coup, c'est une association qui historiquement s'appelait le SNEG, qui était le syndicat national des entreprises gays. Le syndicat suffisait pas, il fallait aussi un axe de prévention. Et donc, on a mis en place aussi cet axe de prévention qui était la mise en place d'outils de prévention dans ces établissements dédiés. Aujourd'hui, l'ENIPS, elle a plusieurs pôles. Elle a un pôle de santé sexuelle avec des actions qui vont être dédiées, avec du dépistage ou pas. Elle a un pôle de santé mentale, puisqu'on a un réseau de psy, avec la possibilité de mettre en place soit des cafés sexos, soit des permanences psy. Et puis, elle a un pôle formation que j'ai la chance de coordonner. Donc, en fait, en fonction des territoires, on a à la fois des missions socles, c'est-à-dire les mises à disposition des outils de prévention, l'accompagnement des salariés, des établissements ou des exploitants de ces établissements-là. Euh, Ça, j'ai envie de dire que c'est fait sur l'ensemble du territoire à partir du moment où il y a un délégué de région, des chargés de prévention. Et puis, en fonction des territoires, plus spécifiquement, on va découler des actions qui vont être spécifiques à la région ou parfois même au département. Alors moi, je suis Sylvie Marcach, la présidente de l'association depuis 20 ans, ou 21 ans, je ne sais plus. Voilà. Alors, nous sommes l'association Ayutu Corse, association de lutte contre le sida, qui a été créée il y a 30 ans cette année. Et nous avons 2 volets d'intervention. Un volet soutien, accompagnement des personnes VIH et de leurs proches, et un volet prévention, communication. Et moi, je suis Audrey et j'interviens au sein de l'association en tant qu'animatrice pour tout ce qui est pour les usagers de l'association, donc pour les PVVIH et leurs accompagnants, et aussi sur toute la partie sociale. Voilà. Alors, comme disait Sylvie, il y a deux parties au niveau de l'association. Donc, une partie prévention, et pour ma part, au niveau soutien, accompagnement, ce qui a évolué, déjà, c'est la population, parce que les personnes qui étaient là il y a 20 ans, aujourd'hui, ont pris 20 ans de plus. Donc, c'est une population qui est vieillissante. C'est une population qui n'a pas forcément évolué avec Internet, etc., etc. Et pour les démarches, ne serait-ce que pour les démarches sociales,
pour eux, c'est très compliqué, même si on veut toujours essayer de leur procurer un peu d'autonomie, etc. Bon, ça reste très compliqué. Il y a une grande part d'écoute aussi. L'association, c'est un peu comme un refuge pour eux. Il faut quand même, je pense, spécifier que la structure soit des personnes séropositives en difficulté, en précarité, en isolement. Ce n'est pas forcément le reflet aujourd'hui des personnes séropositives. C'est une spécificité de l'association. Je pense qu'une personne qui est socialement intégrée, professionnellement et affectivement, etc., ne va pas passer la porte de l'association. Donc ça se réserve quand même à un public en réelle difficulté. Alors, ça peut être de tout ordre, ces difficultés, mais ce qu'il en ressort quand même le plus, c'est l'isolement. Donc voilà, c'est important de spécifier que la structure n'est pas forcément le reflet aujourd'hui des personnes séropositives. D'accord ? Donc le public dont Audrey s'occupe est forcément un public, on va dire, vulnérable. Pour la plupart, ils sont malades depuis très longtemps. Donc, ils ont quand même vécu des années de traitement lourd. On en parlera tout à l'heure, parce que bien sûr que ça a évolué aujourd'hui. Ce sont quand même des gens qui ont vraiment fatigué, on va dire, physiquement, moralement. Il faut savoir qu'à la création de l'association, c'était au tout départ vraiment du soutien aux malades. Voilà, c'était la mission première de l'association, c'était du soutien aux malades insulaires. Voilà. Donc ça, pour le coup, ça reste la mission primaire, si je puis dire, de l'association. Alors après, effectivement, la prévention, parce que la prévention a tout à fait sa place exactement, mais à la base, c'était parce qu'il n'y avait rien pour les malades ici. Voilà. Il n'y avait pas d'aide tout court, d'ailleurs, parce que aujourd'hui, bon, il y a l'allocation adulte handicapé, il y a la majoration vie autonome, il y a des droits qui ont été acquis pour les handicapés en général, d'ailleurs. Mais au départ, il n'y avait rien. Voilà, rien. Je m'appelle Nathalie Lecomte, j'ai 52 ans, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai commencé ma vie de femme à 14 ans et mon parcours professionnel aussi, par un apprentissage en hôtellerie. Je suis rentrée à Marseille à 20 ans, l'âge de tous les possibles, où l'on se sent invincible. Sauf que le premier clip que j'ai vu sur le VIH-Sida était un homme hétérosexuel qui cassait une barre en disant « Le sida ne passera pas par moi ». En 1991, je venais de rencontrer mon âme sœur, un jeune homme libertin, consommateur occasionnel de cocaïne. On souhaitait créer notre famille, mais le dépistage me semblait indispensable au vu de son parcours et des critères dits dans le clip. Une semaine plus tard, on m'a annoncé « Vous êtes porteuse du sida ». Il ne savait rien à l'époque. En fait, j'étais déjà séropositive au VIH et non au sida, et lui était négatif. Les premiers traitements, les bilans, les consultations, les effets secondaires, les centres pour les sidaïques, mes amitiés, mes copains, tous sont morts rapidement. Et moi, j'ai survécu aux premières thérapies jusqu'aux trithérapies, tout en continuant de travailler dans la vente. En 1995, quand on m'a annoncé que je n'avais presque plus de défense immunitaire et que le VIH était en milliards de présence dans mon corps, le sida était là. Puis est arrivé les trithérapies, les antirétroviraux, une nouvelle prise en charge médicale grâce à un médecin de ville qui m'a permis de rencontrer et d'être une patiente, enfin, à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Grâce à ce médecin qui me suit depuis 28 ans, j'ai eu de nombreuses pathologies à affronter. Cardiopathie, hypercholestérolémie, hypertension, troubles neuropathiques, musculaires, gastro, PPCO, HPV, maladie opportuniste, pneumopathie, ostéoporose, 3 petits points, etc. Et un accident de la vie, trajet domicile en 2002, m'a invalidé encore plus que ma pathologie.
sur une jambe et une colonne vertébrale. À la suite, il m'a fallu rebondir, me transcender, et c'est là que j'ai poussé la porte d'une association marseillaise, le Tipeee, et c'est là que le militantisme est né pour moi. L'envie de m'engager dans la cause, m'afficher n'a pas été un problème car j'ai annoncé à ma famille et à mes amis que je vivais avec le VIH dès le début. Et grâce à ça, j'ai vu la vraie nature des personnes qui s'est révélée. Seule ma maman et ma grande sœur aînée sont restées présentes et inchangées auprès de moi, à me soutenir, à m'aider, à m'aimer. Et à mes nouveaux copains, grâce au Tipeee, j'ai pu être moi, effectuer des formations en réduction des risques, un contrat en qualité d'agent d'accueil, puis aider les autres. C'est ce qui m'a nourri, m'a fait grandir, m'a permis de trouver ma famille de cœur. C'est comme ça que je me suis engagée dans la cause, formée à retransmettre mes connaissances sur le VIH. Grâce au Tipeee, au planning familial, Médecins du Monde, le Corévi, j'ai pu acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de cette pathologie et à la prise en charge médicale de moi-même. J'ai pu aussi accompagner des personnes depuis 24 ans lors d'événements, manifestations, entretiens privés, dans tout lieu, public et privé. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que les jeunes se sentent concernés et aussi que ceux qui sont positifs au VIH, aujourd'hui nous disons personnes vivant avec le VIH, prennent la parole, n'aient plus honte de ces stigmatisations, de ces rejets familiaux, privés ou professionnels. Aujourd'hui, toutes les possibilités de transmission sont bien affichées, c'est-à-dire que c'est le sang et le sperme, que si les personnes vivant avec le VIH prennent leur traitement, elles sont indétectables, donc non transmissibles. Certains peuvent et souhaitent depuis plusieurs années être parents et cela est possible. Et leurs enfants naissent séronégatifs. Il semble intéressant, après la présentation de nos invités, de revenir sur la définition du VIH, du sida et de la différence entre les deux. Alors, le VIH, c'est ni plus ni moins le virus de l'immunodéficience humaine, hein. C'est le virus que l'on attrape. Et ça, c'est important parce que dans la tête des gens, on entend souvent en population générale parler de sida. Et en fait, le sida, ce n'est qu'un stade de la maladie et plutôt avancé pour une personne qui a été contaminée au virus du VIH et qui n'a pas de traitement. Donc, dans les années 90, 85, 86, on avait des personnes qui étaient contaminées. Déjà, on ne savait pas forcément ce que c'était à l'époque, et des personnes qui n'ont pas été traitées et donc qui ont déclaré ce qu'on appelle un stade SIDA, donc un stade avancé de la maladie. Et quand on est non traité, malheureusement, on a pu compter de nombreux décès. Donc ce virus du VIH, il a aujourd'hui, on a beaucoup avancé en médecine dans ce domaine, parfois peut-être plus que sur d'autres pathologies. Et aujourd'hui, grâce au traitement, en fait, on arrive à contrôler ce virus. On contrôle ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans le sang. Et ça permet en fait aujourd'hui aux personnes qui vivent avec le VIH de contrôler ce virus. Et puis une très 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 belle avancée par rapport à ce virus, mais aussi pour les personnes qui vivent avec ce virus, eh bien c'est que on sait qu'une personne qui vit avec le VIH, qui est séropositive au VIH, eh bien elle ne transmet plus le virus. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. On n'a plus à en douter. Et je vais même dire une petite phrase qui fait parfois bousculer les esprits. C'est qu'il vaut mieux aujourd'hui avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive au VIH qui prend son traitement correctement, qui a donc une charge virale indétectable. Et cela permet de savoir qu'elle ne peut pas transmettre le VIH, alors que peut-être potentiellement une personne qui ne connaît pas son statut sérologique, qui potentiellement a peut-être été contaminée, qui peut-être a une charge virale explosive, très certainement d'ailleurs,
peut, sans le savoir, contaminer quelqu'un. C'est une belle avancée sur la maladie, bien évidemment, mais je disais aussi que c'est une belle avancée pour les patients parce que c'est compliqué de se sentir une boule de virus. C'est compliqué. On a beaucoup de patients qu'on accompagne qui avaient perdu leur activité sexuelle, la peur de contaminer, la peur d'être discriminé aussi, le fait de ne pas le dire, et qui aujourd'hui, grâce à cette belle avancée, retrouve une sexualité plus ou moins épanouie, certes, mais retrouve une sexualité ou en tout cas un désir de sexualité. Pourquoi on dit séropositif et sida, hein? Séropositif au VIH, ça veut dire être porteur d'un virus. Vous avez été contaminé par ce virus, d'accord? Pour autant, vous n'êtes pas malade, d'accord? Ça peut durer pas mal d'années comme ça, en silence. Hein, ce virus va circuler dans l'organisme et petit à petit va affaiblir vos défenses immunitaires et bien sûr transmettre à tous les partenaires que vous pourriez avoir au long de ces années. Le sida, c'est la maladie. C'est le développement de la maladie. D'accord ? Donc aujourd'hui, annoncer à quelqu'un qu'il est séropositif, hein, je ne dis pas que c'est bien sûr que non, c'est pas simple, mais il n'est pas malade. Il est porteur d'un virus. Voilà. Il y a quand même une très grande différence parce qu'aujourd'hui, connaître sa séropositivité avec les traitements actuels, vous ne rentrerez jamais dans la phase sida, donc dans la phase maladie. Et en plus, vous ne serez plus contaminant au bout de quelques mois de traitement. Donc, les choses ont bien évolué. Il y a 30 ans en arrière, voire 40 ans, quand on annonçait une séropositivité, sans armes, sans rien, on rentrait dans une phase sida et on décédait. D'accord ? Donc, ça a quand même largement évolué, hein, mais les gens font quand même pas mal d'amalgame entre, voilà, séropositif, ça veut dire j'ai le sida. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Le virus et la conséquence bien non traitée va entraîner un sida, mais être séropositif, c'est pas avoir le sida. Cela dit, être séropositif, ça implique quand même un traitement à vie, parce qu'on n'en guérit pas, pour pas que la maladie se développe. Être porteur du virus, c'est quand même sans traitement le transmettre. Voilà. Alors, j'entends hein, que comment dire, les traitements ont énormément évolué, que la science a fait des énormes progrès, je ne le nie pas. Maintenant, c'est vrai qu'en disant ça, moi, ça me fait penser aux jeunes qui me disent de toute façon, après, on prend un traitement et puis ça va. Non, pas tout à fait. Faut pas banaliser, c'est quand même pas anodin qu'au traitement, c'est-à-dire que c'est un traitement, alors certes simplifié parce que maintenant ça ne peut être qu'un cachet par jour, voire maintenant pour certains une injection par mois ou tous les 2 mois, de mémoire, tous les 2 mois. Mais bon, c'est quand même une observance, c'est tous les jours, à la même heure. C'est quand même, alors au-delà du côté médical, hein, on parlait de stigmatisation, ou on va parler de stigmatisation, mais il y a quand même encore, je suis désolée de le dire, mais une stigmatisation, voilà. Donc certes, médicalement, on ne rentre plus dans la phase sida et on ne meurt plus spécifiquement du sida, mais ça a quand même au quotidien des conséquences qui, à mon sens, ne sont pas anodines. Ne serait-ce que, voilà, quand vous avez un ou une nouvelle partenaire, la question se pose. Je lui dis pas. Effectivement, j'ai une charge virale qui est indétectable. De par mon traitement, je ne transmets plus. Voilà, je ne peux plus transmettre ce virus. Ouais, d'accord, mais on ne dit pas. À mon sens, il y a un côté quand même qui est pas anodin. Il faut le rappeler quand même. Et puis il y a un poids social. Voilà, c'est ça. Ça transforme quand même votre vie par rapport à la société. Alors ça paraît énorme, mais c'est quand même une réalité. On en parle pas avec ses collègues, avec sa famille, avec voilà, ses partenaires. Ça paraît comme ça, bon, non, pour toute une vie, c'est énorme. Donc si l'on comprend un peu mieux ce qu'est la différence notable entre le VIH et le sida, quels sont les symptômes ? Alors, sur les symptômes, ça va être difficile de
d'en donner, puisque chacun est différent. Chacun a une réaction différente aux médicaments. Il y en a pour qui ça va très bien se passer, qui ne va pas avoir d'effet secondaire, et pour d'autres, il va y en avoir. Et dire des symptômes, il y a pas de symptômes, il n'y en a aucun. En primo-infection, par exemple, il n'y en a pas. Après, ça peut être, je te dis, des effets secondaires, mais tout le monde n'en a pas. Les traitements ne sont plus les mêmes, ont été allégés. Ça, c'est une réalité par rapport à il y a 30 ans. Il y en a, donc, elle a été allégée au niveau molécule, elle a été adaptée aux hommes et aux femmes, parce qu'au début, on avait tous les mêmes, hommes, femmes, enfants. On avait tous les mêmes doses. Il n'y avait pas de, ah, toi, tu es une femme, toi, tu es un homme, toi, tu es un enfant. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on fait des typages pour voir si tu fais des résistances à certaines molécules et pas à d'autres dans ton analyse sanguine. Tu vois, on fait des recherches pour savoir vraiment précisément si tu as des interactions avec certaines molécules ou pas. Mais c'est pas le cas de tous. Et ça s'accompagne parfois de symptômes, parfois pas. Les symptômes du sida, c'est des infections virales sévères qui arrivent. Parce que les défenses immunitaires sont complètement attaquées. On est bien d'accord que là, on parle des symptômes du sida. Hein. On rappelle que lorsqu'on est porteur du VIH séropositif, on peut être asymptomatique pendant des années. Vous apprenez une séropositivité, vous la prenez pas d'ailleurs, mais si vous la prenez, ça peut durer des années comme ça. Il se passera rien, vous serez en pleine forme, pleine possession de vos moyens, rien n'apparaîtra, tout va bien. Et puis un jour, vous allez déclencher une maladie virale un peu sévère, quelque chose qui va peut-être interpeller le médecin, qui va peut-être... voilà, il va se poser des questions. Je sais pas, moi, une varicelle à 40 ans, enfin, je dis n'importe quoi, ou à 45 ans, tiens, c'est quand même bizarre, hein, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il va aller voir un peu, il va faire un état des lieux. Et puis, il va se rendre compte que vos défenses immunitaires sont plus ou moins effondrées, d'où l'explication de cette infection, hein, qui peut être sévère, une infection pulmonaire. Enfin, je ne peux pas vous donner oui, on connaît le syndrome de Kaposi, donc sur la peau, hein, tout le monde a entendu parler de... mais c'est très variable, hein, mais quand les symptômes de la maladie sida, ce sont les infections à répétition, ce sont, voilà, vous n'avez plus de défense immunitaire, donc vous attrapez tout, quoi, hein, et de façon forte. Mais aux environs d'entre 21 à 23% des gens apprennent leur séropositivité en phase sida. Et quand vous arrivez en phase sida, il est bien plus compliqué de vous soigner que tant que vous êtes que séropositif et donc que porteur d'un virus. Hein. Et ça, c'est pas normal. À l'heure d'aujourd'hui, on a les moyens de dépistage. Hein. Il y a plusieurs moyens de dépistage. Il y a la prise de sang, il y a les tests rapides, il y a les autotests. Enfin, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de connaître sa séropositivité. Alors bien sûr que ça fait peur à tout le monde et que les gens reculent pour dire « Oula, je préfère pas savoir ». Si, il faut savoir. C'est très important de savoir. Savoir va vous permettre de mener une vie normale, va vous permettre de ne plus contaminer vos partenaires. Vous vous rendez compte ce que c'est l'importance du dépistage aujourd'hui? Si l'on reprend bien, il y a 5 liquides contaminants dans le corps humain qui peuvent, si l'on est porteur, transmettre le VIH. Ces liquides sont le liquide préséminal, le sperme, la cyprine, le lait maternel et le sang. Ces liquides deviennent contaminants lorsqu'ils trouvent une porte. S'il y a liquide contaminant et porte d'entrée, il peut y avoir contamination, et si contamination est, on va parler de PV-VIH, personne vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine. Si l'on ne suit pas de traitement, alors ce virus évolue en maladie, car il aura envahi notre système immunitaire au point de l'affaiblir considérablement. Dans ce cas-là, nous pouvons parler du sida, le syndrome de l'immunodéficience humaine acquise. Mais alors, Richard, avec l'accès très facile à l'information aujourd'hui, pourquoi persiste-t-il encore des stéréotypes ?
C'est ni plus ni moins la sérophobie, hein. C'est des personnes que l'on va identifier personnes séropositives, et très souvent par des méconnaissances. Les gens pensent que ça se transmet soit par la salive, que ça se transmet par le moustique, que ça se transmet aussi facilement que ça. Que forcément c'est sale parce que ça se transmet par soit par rapport sexuel, soit par le sang avec de l'injection. Alors, je parle pas de la transmission professionnelle parce que ça peut arriver, enfin, ça arrive très rarement aujourd'hui, et puis on parlera tout à l'heure du TPE, mais euh, la transmission par professionnel, enfin, par le sang, du coup, euh, celle-ci, elle n'est pas forcément mal vue, mais le patient, lui, devient mal vu parce que c'est lui qui potentiellement pourrait avoir transmis aux professionnels de santé. Mais ce virus, il est mal vu. Pourquoi? Parce qu'il se transmet par voie sexuelle. Donc, beaucoup de gens pensent que si on attrape le VIH, c'est qu'on l'a voulu. On n'avait qu'à se protéger. On n'avait qu'à mettre le préservatif. Bon, ok, peut-être on peut penser ça. Et en même temps, la protection, c'est pas forcément évident tout le temps à négocier dans toutes circonstances. C'était mal vu aussi parce que c'était ce qu'on appelait historiquement le cancer gay. C'était que pour les gays. Donc pour le peu que on ait aussi une représentation de l'homosexualité plutôt pas bonne, c'est double peine. C'est les gays, ils avaient qu'à pas être gays. Le VIH, c'est sale. Donc s'ils l'ont eu, c'est qu'ils ont fait exprès. On parlait, mais jusqu'encore en 80, hein, l'homosexualité était punie de pratiques déviantes. Donc forcément, comme ça concernait cette population, il le méritait, puisque de toute façon, c'était déviant. Donc, c'était pas légal. Donc, c'était la punition. Et donc, oui, on avait cette discrimination auprès de ce public-là. Euh, et puis, une sérophobie où on avait peur du VIH, ce qui était légitime parce que c'était, à l'époque, il y a quelques années, on n'avait pas cet arsenal thérapeutique. On pouvait effectivement contaminer. On avait des gens qui n'étaient pas forcément sous traitement puisque c'était les recommandations à l'époque. On ne traitait pas les gens aujourd'hui comme on les traite, aussitôt après l'infection, et que du coup, forcément, les personnes pouvaient aussi contaminer plus facilement si toutes les protections n'étaient pas réunies. Les gens manquent d'informations, manquent de connaissances, parfois veulent pas l'avoir, la connaissance, et parfois ne se sentent pas concernés. C'est aussi ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, le VIH, il n'est pas que dans des populations euh, gays, il concerne tous les publics. Et, et parfois, malheureusement, on est contaminé à des moments ou par des pratiques auxquelles on n'aurait jamais pensé être contaminé. Voilà la grosse discrimination qu'on retrouve dans le VIH, c'est vraiment cette sérophobie des personnes qui vivent avec le VIH. Et qui aussi des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas concernées par le VIH. On l'entend encore aujourd'hui, hein, 40 ans après. Oui, oui, non, mais c'est bien ce que vous faites, mais moi, je ne suis pas concernée, je ne suis pas gay. C'est resté déjà sur cette population, stigmatisé sur cette population, ce qui paraît complètement aberrant aujourd'hui. Mais bon, en attendant, c'est quand même encore une réalité. Alors, pas tout le monde, bien sûr, hein, mais enfin, globalement, ça peut l'être encore. Voilà, il y a eu ce poids sur cette communauté totalement délirant. Et puis, c'est aussi une maladie sexuellement transmissible. Donc, c'est pas... c'est punitif, entre guillemets. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête des gens, mais on l'a entendu, ça aussi. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, mais c'est vraiment pas simple, quoi. Voilà, c'est la maladie de la honte. Et puis, il y a toutes les fausses croyances aussi qui vont avec. Là, nous sommes montés à l'université de Corté pour faire des dépistages. Et moi, j'aime bien entretenir une discussion pendant le dépistage. Je pose souvent la question, alors, est-ce que vous connaissez les 5 liquides contaminants
pour le VIH. Oh bah oui, alors le sang, ok. La salive, ah bah non, loupé. Voilà. Et à aujourd'hui, une des fausses croyances, c'est que la salive est contaminante. Non, non, non. Donc on va quand même juste faire un rappel des 5 liquides contaminants quand même, qui sont effectivement le sang, le sperme, le liquide préséminal, le liquide vaginal et le lait maternel. Alors souvent on me dit mais le lait maternel, alors le lait maternel à aujourd'hui, une femme séropositive peut tout à fait avoir des enfants, d'accord, elle aura un suivi peut-être un peu plus, elle sera un peu plus suivie, d'accord, elle sera surtout traitée, voilà, ou continuer le traitement, et une fois de plus on en revient à charge virale indétectable, on ne transmet plus. Alors je répète, lors d'une fellation, à un moment donné, il y a forcément du liquide préséminal, hein, voire du sperme, sur une muqueuse lésée. Donc vous avez et le liquide contaminant et la porte d'entrée. Donc un risque de contamination. Les portes d'entrée, c'est toutes les muqueuses, hein, d'accord, toutes les muqueuses qui vont être lésées. Donc ça peut être les muqueuses vaginales, d'accord, les muqueuses anales, les yeux, également les muqueuses des yeux. Voilà, ça, ce sont des portes d'entrée. Donc maintenant que l'on en sait un peu plus sur les modes de transmission et les différences entre le VIH et le sida, parlons des bons mots à utiliser face à une personne qui est porteuse du virus pour être inclusif et bienveillant. Pour moi, tu me l'avais posé la question, est-ce qu'il y a des mots à ne pas employer? Et pour moi, les questions ou les affirmations à ne pas dire, c'est tu as le sida ou comment tu l'as attrapé? Parce que ces deux questions, en fait, pour moi, c'est je vis avec le VIH et aujourd'hui, on dit personne vivant avec le VIH. On ne dit pas tu as le sida. Ils sont très rares les personnes vivant avec le sida aujourd'hui. Ou c'est des nouveaux contaminés qui viennent d'apprendre et ça fait longtemps qu'ils sont contaminés et qu'ils ne le savaient pas et ils sont en stade sida, ça peut exister, ou des personnes qui en sont en stade sida, mais elles le diront. Sinon, on dit personne vivant avec le VIH. Voilà. Et de demander à quelqu'un comment il l'a attrapé. C'est à la personne de dire son histoire ou pas. Il faut que l'on parle des mythes face à la réalité, parce que l'on sait bien maintenant que ce n'est pas une maladie homosexuelle, ni même une maladie sale, mais cette stigmatisation persiste. Disons que cette maladie, dès le début, elle a été stigmatisante. On a mis d'entrée une étiquette, maladie honteuse, maladie sale, maladie sexuelle. C'est les PD, c'est les toxicos. On nous a traités de dépravés. Les femmes, on est toutes des salopes. C'est non entendable. Quoi que soit notre mode de vie, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa sexualité, il n'y a pas il n'y a pas un différent de l'autre. Moi, depuis 32 ans, j'ai jamais fait de différence entre quelqu'un qui l'a attrapé ou de façon sexuelle ou par le sang ou par injection de seringue, donc échange de drogue. Peu importe, peu importe. J'ai jamais demandé à un autre séropo, en étant moi-même séropo et en étant agent de prévention et maintenant patiente experte, comment la personne l'avait attrapé. Tu comprends? C'est à elle de le dire, si elle veut le dire. Mais on est tous des personnes vivant avec le VIH. Hommes, femmes, transgenres, tu vois. Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Transgenre, queer et A+, c'est-à-dire non-genré. Tu vois aussi. Donc, ça remet une étiquette de plus, alors que justement, c'est une cause commune. Même si il y a des associations, chacune. Mais nous, enfin, moi, pour ma part, j'ai toujours fréquenté des assos ouvertes à toutes et à tous. Voilà. Parce que depuis le début, j'ai été en contact avec le virus du VIH, que je suis une femme positive.
J'ai appris les modes de transmission, le langage médical pour comprendre les expériences de chacun, tu vois. Voilà, et puis aujourd'hui, on sait que quand on est indétectable, on est non transmissible. Donc pour moi, c'est super important parce que derrière ça, il y a des rapports médicaux, il y a eu des cohortes, enfin, il y a vraiment eu des recherches là-dessus et qu'on le sait. Donc c'est sur ça qu'on se base. Voilà quoi. C'est un virus. Mais de tout temps, tu sais, de l'histoire de l'humanité, les malades ont toujours été écartés, quelle que soit la maladie. Il y a eu la peste, il y a eu enfin, à chaque histoire de l'humanité où il y a eu des grandes maladies, les malades ont toujours été écartés. Dire le pourquoi, on a été encore plus écartés que les autres, je ne sais pas. C'est parce qu'il y avait une telle méconnaissance aussi au début de ce virus. Les médecins comme les patients ont grandi ensemble, mais au début, les mythes et certains mythes perdurent. Par exemple, que le moustique transmet toujours, on l'entend toujours, on l'entend encore dans tu sais, des fois, nous, on va dans les lycées professionnels où on fait des questionnaires anonymes et on demande comment se transmet le virus du VIH. Et tu vois encore marqué le moustique, l'échange de verres, échange de baisers, de câlins, de vêtements, de partager un lieu de travail, que ça pourrait être dans l'air, que sur le visage, ça se voit dans les mythes, qu'on ne peut pas exercer certains métiers, qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles, qu'on ne peut pas avoir de relations sociales, qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Tous ces mythes-là perdurent. Parce que tant que tu n'es pas informé de la réalité et que tu n'es pas mis en contact avec des gens qui sont tes pairs, tant qu'on ne mettra pas de la prévention dans les lycées, les collèges, encore, Internet ne suffit pas pour moi, tu vois. Il faut vraiment que ce soit les pairs et la discussion qui permettent aux jeunes d'avoir accès à l'information pour avoir une meilleure compréhension. À la fois, d'un côté, on a effectivement une belle avancée sur le VIH et beaucoup de gens d'ailleurs disent, oh, on n'en parle pas assez, on n'en parle plus. Alors c'est vrai, on en parle moins. On parle moins du VIH que il y a quelques années. Moi, j'ai envie d'avoir ce côté, sans faire de mauvais jeu de mots, ce côté positif, où je me dis, tant mieux qu'on en parle moins, c'est que ça avance, et peut-être que bah, c'est bien qu'on en parle moins en termes de discrimination. Si on en parle moins, ça veut dire que peut-être, potentiellement, il y en a moins. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est vrai qu'on en parle moins, et pour autant, la discrimination est toujours présente. On a un réel problème de on a un réel discrimination, c'est-à-dire que aujourd'hui, les personnes qui vivent avec le VIH, elles ne savent pas est-ce que je dois le dire au travail, est-ce que je dois en parler dans ma famille, est-ce que je dois en parler avec mes amis. Il y a tout un contexte social qui fait que oui, aujourd'hui, le VIH a avancé médicalement, mais socialement, il n'a pas tant avancé que ça. C'est compliqué aujourd'hui encore de parler à ses proches qu'on a le VIH. C'est compliqué encore aujourd'hui de parler dans sa famille et d'avoir le VIH. Euh, c'est compliqué de s'organiser aussi quand on doit être suivi régulièrement au niveau côté professionnel. Donc, il y a toutes ces sortes de pas forcément de discrimination, mais de complexité dans le parcours du patient VIH. Et c'est vrai que euh, on entend souvent parler des jeunes, oh, le VIH, c'est pas si grave que ça, on a une pilule, on est traité, on vit avec. Et c'est vrai que c'est devenu une pathologie chronique. C'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui, entre guillemets, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est parfois plus simple de vivre avec le VIH que de vivre avec le diabète, parce que le diabète, il faut prendre sa glycémie tous les jours. C'est vrai qu'il y a de très belles avancées. Mais quand vous avez le VIH et que vous êtes contaminé jeune, ou moins jeune d'ailleurs, mais que vous devez rencontrer quelqu'un, que vous rencontrez un partenaire, une partenaire, la complexité, la pression psychologique d'annoncer, de comment annoncer, est-ce que je l'annonce, est-ce que c'est le bon moment, se faire rejeter, savoir que peut-être si je le dis, je vais être refoulé.
Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est parfois le côté de la colline que les jeunes n'ont pas forcément conscience. Jeunes et moins jeunes, hein, parce que je parle des jeunes, parce qu'effectivement, on en parle moins chez les jeunes, mais on pourrait avoir ce même discours auprès des cinquantenaires. Il y a un décalage donc des préjugés avec la réalité de la médecine. Quelles sont ces avancées médicales ? Alors, on a la chance de pouvoir avoir plusieurs types de traitements. À la fois, on peut avoir des traitements donc, préventifs, on va en parler après, et puis après, on peut avoir les traitements dont on parle depuis des années, qui sont les traitements antirétroviraux, qui sont ni plus ni moins la trithérapie. Ces antirétroviraux, eh bien, ils vont intervenir à différents endroits de la réplication du virus et ils vont permettre de ce qu'on disait tout à l'heure, de contrôler cette charge virale et du coup de pouvoir euh, vivre avec le VIH, mais comme une sorte de maladie chronique. Euh, Ces antirétroviraux, ils existent depuis de nombreuses années, hein, mine de rien. Mais au fil du temps, on a demandé des choses différentes au traitement. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, au traitement, on leur demandait vraiment de traiter avec des fortes doses et donc avec des effets secondaires qui n'étaient pas anodins. C'était compliqué de prendre les traitements. Il fallait les prendre toutes les 8 heures. Il fallait pour certains qu'ils soient conservés au frigo. En tout cas, c'était de nombreux cachets. Aujourd'hui, on voit plutôt des traitements avec un seul comprimé où vous avez les trois antirétroviraux à l'intérieur. Donc, on a vraiment évolué à la fois sur le dosage, le fait qu'ils soient plus faciles à prendre, qu'ils aient moins d'effets secondaires. Et aujourd'hui, on arrive à un traitement, un cachet, facile à prendre, soit à l'heure du repas ou soit en dehors des repas. Mais on peut dire que pour accompagner la prise en charge du patient ou de la patiente, c'est toujours plus facile de dire vous allez avoir un cachet peut-être le matin ou peut-être même un cachet le soir. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus un cachet par jour euh, que d'avoir 25 gélules à avaler comme il y a quelques années encore. Et puis avec des effets secondaires moindres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce traitement, en fait, il permet de contrôler la charge virale jusqu'à même l'écraser et donc d'avoir une espérance de vie quasi identique qu'une personne séronégative. Donc, on peut pas dire que enfin, si, on peut dire que c'est une belle avancée au niveau des traitements. Et puis, au fil du temps, on a vu des traitements préventifs. Le premier, c'est celui qui est presque le moins connu de la population générale, c'est le TPE, c'est le traitement post-exposition. C'est par exemple un traitement qui va être pris très rapidement après une exposition à un virus. C'est un peu, si on pouvait, j'aime pas cette comparaison, mais la pilule du lendemain. C'est le traitement un peu d'urgence qui, pris entre 4 et 48 heures, va permettre de pouvoir éviter la contamination. Donc, c'est ni plus ni moins une trithérapie, mais qui va être pris pendant 28 jours. Il y a une avancée aussi considérable, c'est que pendant des années, ce traitement, il a été accessible qu'aux urgences. Aujourd'hui, il est accessible aussi dans les centres, dans les CJ, dans les centres gratuits d'information, dépistage et diagnostic. Et puis, on a un traitement préventif qui est un peu le dernier de cette trousse des traitements, c'est la PrEP, qui est un traitement préventif au VIH. C'est une bithérapie, cette fois, d'antirétroviraux, encore, que l'on retrouve dans les traitements du VIH et qui va permettre aux personnes séronégatives de se protéger du VIH en prenant ce traitement. Initialement, ce traitement, il est censé être pris, en tout cas son autorisation de mise sur le marché, en continu. C'est-à-dire que je vais prendre mon traitement tous les jours, toutes les 24 heures, je vais prendre mon traitement. Alors, s'il n'y a pas d'urgence, que je suis mis sous PrEP, je vais prendre mon traitement et au bout de 5 jours,
je vais être protégé, donc je vais commencer à pouvoir avoir des rapports sexuels. Alors, ils seront protégés par la PrEP, du coup. Mais du coup, je pourrais peut-être éventuellement enlever le préservatif ou si je ne le mets pas habituellement, bah, du coup, cette fois-ci, je serai protégé. Ou alors, bah, c'est urgent, j'ai un plan dans 2 heures. Eh bien là, on va faire une autre mode de prise où on va prendre ce qu'on appelle un booster, c'est-à-dire 2 cachets. 24 heures après, je vais reprendre un cachet du coup. Et puis 24 heures après, c'est-à-dire 48 heures après les boosters, je vais reprendre un cachet. Ça, c'est par rapport à une prise de risque. Et puis, bah, en fonction de mon activité sexuelle, je vais pouvoir prendre ce traitement, bah, soit en continu parce que bah, potentiellement je suis exposé assez régulièrement. Voilà. Mais si par exemple mon activité sexuelle elle est que de temps en temps ou que je suis exposé que de temps en temps, eh bien on va pouvoir faire à la demande en respectant ce booster et ces 2 prises. On se rend compte que pour l'observance quand même, bah, c'est peut-être plus simple de prendre en continu. Mais les personnes peuvent aussi le prendre à la demande si vraiment ils estiment d'abord qu'ils seront au clair avec l'observance, mais qu'ils pourront aussi également ne pas être exposés tout le temps. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais mon Dieu, on va donner des médicaments à des personnes qui ne sont pas malades, qui sont des antirétroviraux, c'est pas anodin quand même. Et puis allez, on va aller un peu plus loin dans les représentations, ça coûte de l'argent, c'est remboursé. C'est affreux, c'est mes impôts. C'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi avoir un autre regard, c'est-à-dire un regard plutôt de santé publique. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle est sous PrEP, c'est que potentiellement elle prend des risques. Elle est parfois exposée. Alors, prendre des risques, c'est pas forcément décider de moi ne pas mettre le préservatif. Ça peut être aussi, on pourrait parler des violences, la négociation du préservatif dans le couple, quand le couple n'est pas forcément et qu'on sait que peut-être un des partenaires n'est pas fidèle et qu'avec l'obligation d'avoir des rapports non protégés, alors que je sais que mon partenaire, mon mari, ma femme peut avoir des rapports sexuels ailleurs. Travailleurs, travailleuses du sexe, la négociation du préservatif avec les clients, elle est parfois plus compliquée. Quand je sais que bah, je vais être rémunéré plus parce que je ne vais pas mettre le préservatif, bah, quand j'ai besoin de manger, bah, oui, je vais accepter des choses que peut-être je n'accepterai pas autrement. Tout ça, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est de pouvoir accompagner les gens au mieux en fonction de ce qu'ils vivent. Et en fait, ce qui est important, c'est que la PrEP, oui, peut-être que ça coûte des sous, mais une personne qui est sous PrEP coûtera toujours moins cher qu'une personne qui va être potentiellement un jour infectée contaminée par le VIH et qui, du coup, elle, non seulement n'aura pas le choix de prendre son traitement si elle veut rester en vie, et une trithérapie coûtera toujours plus cher. Donc, il vaut mieux le voir de santé publique parce que, eh ben, en fait, d'un côté, on va protéger des personnes de la contamination au VIH. Donc, on sait que ces personnes, elles ne seront pas sous traitement à vie. Et puis ensuite, d'un autre côté, ben, on va aussi contrôler les personnes qui sont déjà contaminées par leur charge virale. Et de fait, si des 2 côtés, on contrôle à la fois que ces personnes-là ne transmettent plus le VIH et que d'un autre côté, on a aussi des personnes qui ne peuvent pas l'attraper, eh bien, peut-être qu'un jour, on arrivera à ces objectifs de plus de VIH et d'arriver à ce que les gens ne se contaminent plus au VIH. Puis, il y a une belle aussi avancée dans ce protocole PrEP, c'est que ben, les personnes, elles sont dépistées des IST. C'est-à-dire que quand j'accepte d'être dans un protocole de PrEP, eh bien, j'accepte aussi d'être dépisté tous les 3 mois. Parce que forcément, si je suis exposé au VIH, potentiellement, je suis exposé aux infections sexuellement transmissibles. Et de fait, eh ben, on va me dépister régulièrement. Plus je suis dépisté tôt, ben, moins je vais transmettre. Il y a 30 ans, la prise en charge médicale, en fait, au début, pas de médoc. Puis on a utilisé l'AZT dans les centres réservés aux SIDAïques. Le mot est pas trop fort, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. La prise en charge était obligatoire et uniquement hospitalière. Les médicaments délivrés uniquement en pharmacie hospitalière. Rejet de certains soignants non formés et informés, médecins et internes.
au sein même de ces centres. Gynéco, dentiste, maison de repos. Stigmatisation des malades. Toi, tu es un malade, un bon malade, parce que bon, ben, tu as été transfusé, le pauvre, c'est pas de ta faute. Et toi, tu es un toxico. Oh, t'es pas un bon malade, dégage. On va un peu moins prendre de temps pour toi. De toute façon, tu vas vite dégager. C'est ce que j'ai vu de mes yeux pendant des années, jusqu'à l'arrivée des trithérapies. Des locaux souvent isolés des hôpitaux, c'est-à-dire qu'il y avait l'hôpital principal et on nous faisait un bâtiment à l'écart qui s'appelait les CISI, qui existe toujours. La seule bienveillance que j'ai reçue, c'est la part des infirmiers et des infirmières pendant les 5 premières années. Ça, c'était il y a 30 ans. Puis aujourd'hui, il y a toutes les nouvelles molécules, les trithérapies, ce qu'on appelle le TASP, la PrEP, la prise en charge en ville par un médecin de ville ou un médecin hospitalier, et c'est le patient qui a le choix aujourd'hui. Avec une ordonnance, aujourd'hui, la délivrance se fait en pharmacie dans toute la France. Les consultations se font en ville avec un choix du praticien ou en hôpital. L'université des patients a été créée et grâce au savoir expérientiel, certains sont devenus patients experts en ETP, éducation thérapeutique patient. Aujourd'hui, les soignants sont informés et formés. Très peu de rejets dans les retours, mais ça existe encore. La constatation aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de soignants et de personnel hospitalier, un manque de locaux d'accueil et d'agents dans les hôpitaux et dans les cliniques. C'est devenu impersonnel. Je vais citer un exemple. L'IHU Timone. Aujourd'hui, tu suis un symbole quand tu rentres. Il n'y a plus personne. Tu suis un symbole à terre qui te mène vers ton service de soins et de prise en charge médicale, avec ni siège, ni accueil, ni café, ni un agent d'accueil pour te dire le médecin a du retard ou tu as un numéro de porte et tu attends devant la porte comme un couillon. C'est devenu très machine, c'est devenu maladie chronique. Donc, allez, allez. En fait, il y a eu des grandes avancées sur le traitement médical, sur la prise en charge médicale, sur le panier de soins, sur les services, sur le comportement social, sur le comportement professionnel des soignants. Mais par contre, sur la prise en charge, aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe, quoi. C'est devenu une catastrophe sur l'accueil et le manque de soignants et de personnel hospitalier, quoi. Ça fait 10 ans. 10 ans que le patient est devenu une marchandise, enfin, l'hôpital est devenu une entreprise. Ce qui est en train d'arriver, là, la crise, en fait, elle a commencé il y a 10 ans. Voilà. Et je ne sais pas si tu as entendu les actualités, ils reparlent de sortir de cette tarification à l'acte. Parce que cette tarification à l'acte a été la catastrophe, quoi. On a couru après l'argent, quoi. Aujourd'hui, moi, avant, j'avais un bilan hospitalier une journée par an en hôpital de jour. Ça va te donner l'exemple. J'arrivais le matin à jeun, j'avais une chambre, on me faisait le bilan dans ma chambre. Ensuite, j'avais droit à un vrai petit déjeuner. Si j'étais fatiguée, c'est les médecins qui venaient dans ma chambre. Si j'étais fatiguée, on me trouvait entre guillemets, un ambulancier, mais de l'hôpital, qui me mettait ou en chaise ou en lit pour m'emmener aux divers examens ou consultations si je n'étais pas en état. Aujourd'hui, tu arrives, tu n'as plus de chambre, tu es dans une salle d'attente avec d'autres patients. Tu as une infirmière pour toute la journée avec un médecin, une coordinatrice et une patiente experte ou une coordinatrice en ETP, enfin, une équipe pluridisciplinaire, un agent d'accueil. Donc, tu arrives, on te fait patienter dans cette salle d'attente. Ensuite, l'infirmière vient, elle t'emmène dans une pièce, te fait l'analyse, te ramène dans la salle d'attente, t'envoie un petit déjeuner que, franchement, après un bilan comme on a, tu te dis, mais c'est un ersatz de petit déjeuner, c'est-à-dire 2 biscottes, un café, et c'est tout. Pas de compote, pas de fruits, pas de jus de fruits. Tu vois, c'est pas un petit déjeuner complet, quoi. Alors qu'on a les médicaments à prendre aussi, dès le matin.
Après, ben, c'est à toi de te déplacer. Ça montre ce qui s'est devenu. C'est-à-dire que ben, les médecins n'ont plus le temps, on leur donne plus le temps, on leur en demande de plus en plus. Il n'y a plus assez d'infirmiers, il n'y a plus assez d'aides-soignantes, de personnel hospitalier, agents d'accueil, hôtellerie, ménage, tu t'en rends compte. Donc, évidemment, notre prise en charge, comme les autres patients, hein, d'atteindre d'autres maladies, mais moi, c'est la constatation que j'en ai fait, quoi. Est-ce que tu as remarqué des différences, Richard, entre la Corse et la région PACA? On a des patients VIH qui ne veulent pas se faire traiter, soigner, accompagner, prendre en charge sur l'île et qui viennent sur le continent pour leur prise en charge. Et j'ai une anecdote qu'un médecin m'avait racontée, c'est que vous aviez deux personnes d'un même village de Corse. La première arrive dans la salle d'attente, s'assoit, tout ça, elle fait sa consultation, elle sort de elle sort de la consultation et qui elle voit dans la salle d'attente de l'infectiologue, quelqu'un du même village et qui est suivi et qui est pris en charge. Donc, c'est une réalité. Pourquoi? Bah parce que on veut pas que ça se sache, on veut surtout pas que l'entourage puisse savoir que je suis suivi pour le VIH. Et tout. Donc, comme on n'en parle pas, hein, c'est un peu la même chose que ce qu'on peut appeler pour les minorités. Hein. Plus on cache une minorité, moins elle est visible, moins elle existe dans la tête des gens. Donc beaucoup de stigmatisation et de motifs de discrimination sont dus à de la méconnaissance. Et en Corse, comme on sait si bien le dire, on n'en parle pas. Ce qui est privé reste privé. Et si alors, par malheur, ça se sait, ça peut vite tourner au drame. Mais alors, selon le profil des personnes mises de côté, cela va ajouter des stigmatisations à sa considération. On va parler d'intersectionnalité. L'intersectionnalité est une notion sociologique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination. Donc des personnes racisées ou homosexuelles, trans ou de milieux défavorisés vont subir plus de pression. Mais également, le comportement d'une personne peut être vite mal vu, les raccourcis sont faciles, par exemple une femme atteinte de VIH peut être vue comme une victime et donc être soutenue, ou comme coupable et donc être mise de côté si son comportement est plus ou moins aguicheur ou libéré. Ce que l'on va appeler le stéréotype de la vierge et de la putain. Alors, peu importe le nombre de partenaires sexuels d'une personne, la responsabilité devrait être commune et concerner tous celles concernées. Alors, bien évidemment que ça a évolué, même en Corse, ça a évolué. Alors, moi, je vais témoigner de l'expérience que j'ai de terrain sur ces 20 ans. Je trouve quand même qu'il y a une évolution favorable. Mais je n'ai... alors, bien sûr qu'on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses ici dont on ne parle pas. Il n'y a pas que ça. Mais moi, je n'ai jamais ressenti non plus Bon, les gens ne s'approchent pas, ils ne s'impliquent pas, ça, d'accord. Mais pas pour autant de rejet non plus. Les gens sont... Je trouve ici quand même socialement très réceptif quand même, très généreux aussi. L'image de la Corse, c'est pas toujours l'image du silence, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors évidemment, moi j'entendais au début, quand on faisait des stands de prévention sur des lieux publics, ah oui, bah, c'est bien ce que vous faites, mais bon, moi je suis pas concernée, je suis pas homosexuelle, je suis pas toxicomane. Bon, donc voilà quoi, mais c'est bien, hein, et partait très vite. Parfois, certains contournaient le stand. Bon, ça, on l'a vu. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit profondément un rejet de la méchanceté. Je pense que c'est, et encore aujourd'hui, de la méconnaissance. Alors, je ne dis pas qu'ici, on soit à l'aise pour parler de sexualité. C'est pas simple, c'est vrai. On est dans des pays méditerranéens. Bon, d'accord. Mais
n'y a pas non plus de vrai rejet. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve quand même que les gens sont un peu plus ouverts à la discussion, un peu plus... Alors, bien sûr que la stigmatisation, il y en a partout. Mais moi, je la ressens beaucoup moins. Je pense que les gens sont quand même un peu plus... alors, c'est peut-être pas le terme, mais un peu plus cool face à cette thématique. Je trouve quand même que ça a évolué favorablement. Par contre, c'est un public qui peut s'exclure. Voilà, qui peut s'exclure quand même. Nous, c'est ce qu'on voit avec le type de public qu'on a, nous, dans la structure. Ce sont des gens qui... s'isolent, qui ont tendance quand même à s'isoler. Oui, qui ont certainement vécu des stigmatisations, bien sûr, hein, mais eux aussi en font, à l'heure d'aujourd'hui. C'est des gens qui ont tellement été rejetés qu'ils ne vont surtout pas chercher à se mélanger avec d'autres. De peur d'être rejeté une nouvelle fois, quand même, Peut-être, je suppose. peut-être. Et puis par question d'habitude après, peut-être. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, si j'avais un message à faire passer, c'est que d'abord, on peut être tous et toutes concernés par le VIH. Pas forcément d'être porteur ou porteuse du VIH, mais on peut, dans notre entourage, avoir des personnes dont on ignore. Voilà. On peut aussi être exposé au VIH à tout âge. Il n'y a pas un âge plus... voilà. C'est de rappeler que le seul moyen de savoir si on a le VIH, c'est de se faire dépister. Et ça, c'est aussi important. On n'a peut-être pas parlé d'ailleurs du dépistage, mais se faire dépister, c'est savoir, pouvoir agir et de fait avoir une espérance de vie quasi identique qu'une personne qui est séronégative. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, on n'a pas que le préservatif. On a le préservatif, il faut en parler, il faut le mettre en avant parce que c'est un peu notre outil indémodable. Mais on a d'autres outils. On a la PrEP, on a le traitement comme prévention, le TASP, la trithérapie. On a la vaccination, alors pas pour le VIH bien entendu, mais pour certaines IST. On a tout l'accompagnement qui est fait autour. Et ce qui est intéressant dans la prévention aujourd'hui, il y a quelques années, moi, quand j'ai démarré, on avait que le préservatif et c'était le seul outil à proposer, qu'il soit interne ou externe. Mais on n'avait que cet outil-là et c'était assez frustrant parce que les gens qui vous disaient non mais moi je ne le mets pas le préservatif, ça me fait chier et je j'ai pas envie. On n'avait rien d'autre à leur proposer. Aujourd'hui, on a plusieurs outils et donc on a une prévention qui est ce qu'on appelle une prévention diversifiée avec un panel d'outils à proposer aux gens et c'est les personnes qui décident des outils. Mais pour qu'elles puissent décider des outils qu'elles ont envie d'utiliser, il faut qu'elles soient au courant de ce qui existe. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est intéressant dans notre job, c'est que notre rôle, c'est d'informer les gens de l'ensemble des outils qui existent et ensuite que les personnes, elles se les approprient et elles utilisent les outils qu'elles ont envie de mettre dans leur stratégie de prévention. Et le dernier point, c'est le fait que les personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui, qui sont sous traitement, elles ne transmettent plus le VIH. Et ça, c'est hyper important à faire passer comme message. J'aime garder ce côté positif. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Tout n'avance pas au même rythme, mais aujourd'hui, quand même, c'est plus facile de faire de la prévention aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que chaque personne que je rencontre lors d'actions de prévention ou qui vont peut-être entendre ce message comprenne que si elle a une vie sexuelle, elle est concernée. Si elle a des pratiques d'échange de produits stupéfiants aussi, qu'elle se sente concernée et pas stigmatisée et qu'elle aille faire un dépistage pour une prise en charge. Car le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, en étant informé, on peut être mis sous traitement et ne pas arriver au sida. Voilà. L'information essentielle à retenir de cet épisode est qu'avant de tirer des conclusions hâtives, on se renseigne sur un phénomène.
On se renseigne sur le VIH, sur le sida, sur les modes de transmission, sur des moyens de protection et sur les méthodes de prévention pour que le sexe reste autant que se peut un plaisir et un moment de partage entre deux personnes protégées. Enfin, je conclus cet épisode en disant que ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant on n'en parlait pas en Corse que cela doit continuer. Et que l'on n'est pas obligé d'en parler tous les jours pour développer ses connaissances sur ces sujets si clivants. On se documente, on écarte les idées reçues et on est inclusif envers les hommes, les femmes et les personnes non binaires qui nous entourent. Alors que vous soyez un homme, une femme, non binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast ou Sexiste. C'était Audrey Royer et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode tout aussi clivant. Et en attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexiste. À bientôt.